Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on continue sur notre lancée avec des températures qui n'arrêtent plus de grimper. Au réveil elles seront déjà à 10 degrés et culminent entre 22 et 24 degrés l'après-midi. Le soleil se montre encore une fois généreux même si quelques nuages commencent à gonfler dans le ciel. Demain samedi 7 mai nous fêtons les Giselles, le soleil nous accompagnera de 5h59 à 20h57. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, à très bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Retrouvez la famille Millevoix à chacun son métier avec l'artisanat. C'est bien qu'ils aient tous des passions. Ouais, mais il faut que ça soit des métiers d'avenir. C'est pour ça que je serai plombier chauffagiste. Ah, Romain a l'air très sûr de lui, on écoute tes arguments, fiston. Simplissime. Tout le monde a des éviers bouchés ou des chaudières qui plantent. Et ça te plaît, ça, les éviers bouchés. Non mais ce qui m'excite surtout, c'est la vie de chantier. Tu sais, créer le parcours de l'eau dans une maison, ou je sais pas, dans une école. Enfin, quand on aura fait 10, on aura fait 100. Enfin, si je te dis énergie renouvelable et solaire, ça t'évoque quelque chose ou pas? Ça évolue, c'est ça? Voilà, parce que plombier chauffagiste, c'est carrément en pleine mutation. Mais voilà, ça, c'est un métier d'avenir. Ouais. T'as le dit depuis le début. Oh, la mauvaise foi, mais je le crois pas, hein. Non, mais c'est une très bonne idée, fiston. Top là, pas. En plus, tu sais, c'est grâce à toi tout ça. Ah bon? Parce que tu sais, quand j'étais petit, tu me disais un siphon, fond, le petit main. D'accord. Avec choisirlartisanat.fr. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Jour de fête pour l'association Kuhnulmergrün. Cette bande de jeunes qui un jour s'est mise en tête de restaurer le château du Schöneck. Nous sommes en Alsace, sur le banc de la commune de Dambach. Le prétexte de ce ruban, c'est l'aboutissement, il y a déjà 2 ans, des importants travaux opérés sur un chaînage d'angle du XIIIe siècle. Ouais, c'était des travaux un peu trop risqués pour des bénévoles puisque le mur, la base du mur est déjà à 10 mètres de haut et que le mur fait aussi 8 à 10 mètres. Donc on a plutôt misé sur une entreprise et ça a fonctionné. Il a fallu trouver un gros budget quand même, mais les partenaires d'État ont bien joué le jeu et ça s'est goupillé assez facilement. Le mur était tombé en 1982 et ce qui restait menaçait de s'écrouler également. Il aura fallu 116 000 € et plusieurs mois de travaux menés par une entreprise de Neuwiller-les-Savernes pour en venir à bout, sachant qu'une grosse partie du budget englobait uniquement le montage d'un échafaudage de près de 20 mètres de haut. Nous avons là-haut le chaînage d'angle
qui a été restauré l'an dernier par les compagnons du devoir. Et nous avons participé à la restauration en cherchant les pierres qui se trouvent devant moi, enfin qui se trouvaient par terre, dans cet amas de gravats. Nous avons retrouvé 26 rangs sur les 29 qui étaient tombés, et ce qui permet de rester tout à fait dans les règles du permis de construire qui demandait à ce que nous reconstruisions avec des pierres d'origine. C'était quand même un super gros chantier qui a quand même pris 3 mois à temps plein pour 3 tailleurs de pierre, sans compter l'échafaudage qui était quand même super spectaculaire. Mais c'est vrai que nous, depuis ces 2 années, on a aussi fait de gros travaux. En arrière-plan, là, on a une porte cochère qu'on a retrouvée lors de fouilles il y a pas mal d'années. On a réussi à reconstituer la façon dont les pierres étaient agencées et on a donc pu remonter tout ce bel ensemble de portes. C'est une porte avec pont-levis, porte piétonne et porte charretière. Et cette avant-porte soutenait 2 pont-levis, un petit pour les piétons, avec une date de 1592 et une grande porte qui devait être utilisée un petit peu moins souvent, étant donné la complexité du mécanisme. Nous sommes exactement à l'entrée du château, qu'on devine encore avec la voûte, et cette entrée a été maçonnée et transformée en bastion d'artillerie dans les dernières années de son existence pour se protéger des troupes françaises. Il faut dire qu'ici, nous étions encore en territoire allemand ou germanique. Voici cette tour que nous avons vue de l'intérieur qui a bouché la première entrée du château et qui présente de magnifiques meurtrières. Les Allemands ont un terme amusant pour ça, ils appellent ça Brillenschachten, c'est-à-dire littéralement des ouvertures à lunettes, mais ce n'étaient pas des yeux qui regardaient, c'était des canons de fusil. Donc on tuait avec élégance puisque nous étions là au XVIIe siècle. Si le Schöneck n'est qu'un des nombreux châteaux qui ponctuent le paysage sur un territoire s'étendant de Lembach à Niederbronn, il est unique. Sa mise en valeur, effectuée par des bénévoles et les éléments qu'ils ont découverts au fil des restaurations et des fouilles, font de ce lieu un véritable château fort vivant. Un de nos atouts, c'est bien sûr l'itinérance, au-delà bien sûr de l'environnement qui est recherché par beaucoup de familles et par beaucoup d'entre nous, mais l'itinérance pour se promener et le fait d'avoir des atouts touristiques de ce style-là, avec chargé d'histoire et de patrimoine, je pense que quelque part c'est vraiment des atouts forts que nous pouvons mettre en avant et surtout pas seulement pour des visiteurs mais aussi pour nous autres habitants des régions pour faire quelques virées de temps en temps le week-end. Il fut un temps où avant d'être élu, donc avant les années 2000, je me promenais régulièrement dans ces coins-là. Je promène moins actuellement, sauf voilà, lors d'une inauguration peut-être, mais toujours est-il que je ne reconnais plus les lieux. Donc chapeau à l'association pour le boulot fait. Donc moi je parle des années 2000, depuis effectivement je n'étais plus monté ici. En 15-16 ans, le paysage a changé et je pense que vous méritez toutes nos félicitations et nos remerciements d'avoir œuvré, je dirais, de manière passionnée, bénévole, avec du savoir-faire, mais aussi, et je le sais, vous organisez souvent des rencontres ici pour partager votre passion et il me semble que quelque part c'est une démarche extrêmement importante pour notre territoire que des habitants s'approprient ces lieux et les mettent en valeur, communiquent là-dessus pour nous permettre effectivement cette attractivité d'un territoire qui mérite. Il est vrai qu'on se situe aujourd'hui au nord-est du Grand Est, n'est-ce pas? Donc quelque part, ben voilà, on a une carte à jouer, hein, des petites flèches qui peuvent aller jusque dans ces Vosges du Nord, que nous chérissons, que je dirais nous mettons en avant avec toute notre énergie, toute notre passion, partagée par des locaux, par certaines décisions que nous prenons au niveau politique, mais un territoire n'existe que s'il est animé par des gens passionnés qui y habitent et qui ont envie de le promouvoir et de le porter. L'Alsace du Nord a beaucoup de chance d'avoir ces châteaux parce que c'est leur patrimoine. Et avec ce patrimoine, on a de quoi faire vivre déjà l'ensemble du secteur, découvrir toutes ces facettes, et également évidemment par rapport à la jeunesse,
qui passent souvent vite avec tous les moyens de communication, mais les meilleurs, c'est ceux qu'on a ici. Et dire l'engagement qui est aujourd'hui encore celle du conseil départemental d'accompagner la restauration des châteaux. Alors c'est vrai qu'on a un très beau château au niveau du département du Bas-Rhin, il est un peu plus au sud, c'est le Haut-Königsbourg, vous l'aurez compris, qui est complètement refait, remis aux normes, enfin tout ce qu'on veut, avec tout l'accueil. Il y a 500 000 visiteurs qui passent là-bas tous les jours, c'est ce que, tous les ans, c'est ce que je souhaite au Schöneck. Si on a 1%, ça va déjà. Ça suffira, ouais, pas trop non plus. Pour le parking. Ça, c'est le maire, il va s'en occuper. Marco m'a dit dès que ça monte, on s'en occupe. Mais dire que c'est tout ce secteur, toute cette contrée qui est concernée par cette richesse exceptionnelle que aujourd'hui nous mettons, vous avez remis en valeur et que nous découvrons avec beaucoup de plaisir. Le département, j'ai parlé du Haut-Königsbourg, c'est aussi ce week-end l'ouverture des châteaux, la route des châteaux, hein, dans laquelle le département s'est engagé avec l'ADT. C'est une des actions essentielles, fortes, où le département a voulu inscrire sa marque, parce que c'est vraiment quelque chose d'enrichissant et de stimulant pour les années qui viennent, avec tous les travaux qui ont été faits déjà au Fleckenstein et qui a repris de belles couleurs. Je parle là sous le contrôle du maire de Lembach, hein, cher Charles, qui permet aujourd'hui de faire découvrir tout ça. Ici, ben, on n'en est pas tout à fait là, au même niveau, mais les efforts qui sont faits, si on avait laissé ces ruines telles qu'elles sont, ben, forcément, on reviendrait dans 20-30 ans, il ne resterait pas grand-chose, si ce n'est un tas de pierres, de vieilles pierres, alors que là, on redécouvre une belle facette et des belles réalisations. Le département continuera à soutenir ces actions. Hein. Souvent on dit, bon là c'était encore il y a quelques années, on a pu mettre le paquet parce que je trouve que c'était une bonne opération. On continuera à soutenir toutes ces actions pour le tourisme, pour la qualité patrimoniale, pour la connaissance du terrain, pour la connaissance de notre territoire. Et je crois que là, c'est des valeurs fortes que nous devons de défendre, notamment dans la région aujourd'hui et avec la région, mais la grande région, évidemment, puisque là, ça s'est élargi. Et nous resterons, bien sûr, en grande proximité avec tous ces acteurs qui font avancer les choses. Merci, un grand merci à l'association. Hein, je veux dire, vous êtes une équipe formidable, vous avez un président remarquable. Je vous ai vu à l'œuvre, je sais comment vous fonctionnez. Il y a de la convivialité, il y a beaucoup de professionnalisme. Vous avez des gens extrêmement pros, hein, qui, dans leur métier aussi au quotidien, sont des acteurs importants, qui savent de quoi ils parlent et qui se mettent les week-ends et les jours un peu ordinaires à contribuer à remettre en place dans le respect vraiment de ce qui étaient ces châteaux. Et moi j'ai eu la chance d'être là pour une visite particulière il y a à peu près un an. Bon, je pense que beaucoup de choses ont évolué depuis un an, mais n'empêche qu'à l'époque on voyait déjà qu'on était dans la bonne direction. Donc pour dire qu'au niveau de la DRAC, il est évident qu'on a parfois des freins à toutes ces bonnes volontés qu'on a pour aller de l'avant et pour remettre en état ces châteaux forts, puisque nous avons la chance ici, je crois par rapport à toute l'Europe, d'avoir en Alsace une concentration de châteaux forts extraordinaires, et particulièrement en Alsace du Nord. Et je pense qu'au départ, quand ils ont commencé, lorsqu'il fallait vraiment prouver qu'ils étaient aptes à faire tout ça et qu'ils ne faisaient pas n'importe quoi, qu'ils respectaient les règles de l'art, et que derrière cela on a finalement été content de pouvoir s'appuyer sur Kummergrün et qui a su, je veux dire, mobiliser très largement et pas seulement ici dans le secteur, mais dans un périmètre très éloigné, des gens qui sont passionnés et qui viennent régulièrement donner du temps. Donc ici, ça veut dire que le bénévolat, ça a vraiment du sens, quoi. Et derrière, on a maintenant un résultat tout à fait remarquable. Et vraiment, je voudrais vous en féliciter. Alors, peut-être deux mots concernant la loi que l'Assemblée nationale vient de voter donc, sur création, patrimoine et architecture, qui était en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, qui va être examinée en deuxième lecture au Sénat à la fin du mois de mai. Et donc ensuite, il y aura peut-être une troisième lecture, parce que pour l'instant, les deux chambres ne sont pas tout à fait d'accord sur le texte. Mais c'est un petit peu dommage, parce qu'on nous avait annoncé une grande loi sur le patrimoine, et finalement, la plupart de la discussion, alors c'est important aussi, a tourné autour de la création, de la liberté de création en France,
un peu des intermittents du spectacle, etc. Bon, il en faut aussi. Mais derrière, au niveau du patrimoine et des monuments historiques, finalement, la grosse discussion, c'est de dire est-ce qu'on peut construire des éoliennes à proximité des monuments historiques ou non. Et donc c'est là on s'est un petit peu étripé, et je pense que le bon sens aujourd'hui, il faudrait aussi faire confiance un petit peu aux élus locaux, comme il faut faire confiance à tous ces gens qui sont dans des associations, qui sont structurés, qui ont la connaissance du terrain, qui ont la connaissance historique et qui évidemment essayent de faire en sorte qu'on puisse voir comment c'était il y a fort longtemps ici et qui puisse aussi pérenniser les choses. Les travaux effectués au Chenec sont aussi une mine d'informations pour les archéologues. Le dégagement du puits en 2013 en est un exemple. On attend toujours le rapport de fouille qui s'étoffe et promet d'être un document de référence. Notre plus belle réalisation, le puits. Nous avons vidé le puits en 2012 et 2013. Et il ne fait extraordinairement que 19 mètres de profondeur. Et malgré cela, il y a de l'eau. Le puits donne plus de 500 litres d'eau par jour, ce qui devait pour l'époque être largement suffisant puisque la chasse d'eau était un problème annexe. Et dans ce puits, nous avons trouvé énormément de pierres, et des pierres que nous avons là autour. Ce sont des morceaux, mais qui vous montre un oriel, l'extérieur d'un oriel. Et cet oriel, qui est c'est une belle pièce, entièrement lambrissée, se trouvait au-dessus du château, sur les corbeaux qu'on voit tout là-haut. Et cet oriel a été massacré, on ne peut pas dire autrement, et jeté dans le puits, afin que ce puits ne puisse plus servir. Donc non seulement on effaçait les traces du Seigneur, il était protestant donc ça ne faisait pas bien chez un roi catholique, mais on empêchait le comte de revenir en son château pour essayer de reconstruire quelque chose. Pour nous c'était une aubaine, mais nous au titre de bénévoles qui cherchions à comprendre ce qui se passait sur place. Pour le Seigneur des lieux, ça a été une catastrophe absolue. Le rapport de fouille concernant le puits est toujours en cours de rédaction parce qu'on souhaite vraiment aller aussi loin que possible dans tous les domaines qui y sont abordés et du coup ça prend énormément de temps. Mais je pense que l'attente en vaut la chandelle parce que là ça va vraiment être très enrichissant pour la culture du secteur et les informations à propos du château, quoi. Ce sera très très riche. Jusqu'au 31 octobre et on ne savait pas quand nous trouverions le fond du puits. Donc c'est un petit peu l'aventure. Là il se trouve que l'aventure va se terminer. C'est un petit peu dommage. Quelque part c'est dommage. J'aurais bien aimé continuer. Voilà, on va essayer de trouver la profondeur qui nous reste à creuser pour le fond du puits. Je continue à descendre. 90 cm au moins en fait. Oui, mais bon, le fond je le vois pas moi, donc... Pendant ce temps, on continue de nettoyer, d'entretenir, de dégager de nouveaux secteurs. L'an dernier, c'était la grande découverte d'une salle voûtée remarquable. C'est vrai que là-haut, on avait une salle, comment dire, c'était un logis très luxueux avec des beaux planchers, un gros poêle en faïence et des fresques sur les murs, quoi. On a retrouvé bien sûr tout ça en ruine, mais encore sur place. Donc là, on mène une étude archéologique et ça révèle la beauté du château d'antan. C'était pas une grotte tout en pierre, c'était vraiment très très bien aménagé, quoi. Dans cette pièce, j'ôte mon chapeau. Nous sommes dans la plus belle salle du château
même si elle n'en a plus l'apparence, mais c'était la salle des chevaliers, avec un confort extrême pour l'époque, par terre, dans ces rigoles qui ne recevaient pas de l'eau de pluie bien sûr, il y avait des poutres en chêne qui supportaient un plancher. Donc cette pièce était confortable aux pieds. Il y avait une magnifique ouverture qui donnait sur la forêt, fenêtre Renaissance, avec une taille en arrondi bien plus large pour donner une illusion d'optique, de grandeur. Cette pièce était voûtée, il n'y avait pas de poutres parce que les poutres ça faisait vieux jeu, à l'époque Renaissance, donc on a mis une grande voûte, enduite, complètement enduite et peinte en blanc. On voit encore des traces sur les côtés, des restants d'enduit avec un petit peu de badigeon. Ce n'était pas le seul élément de confort dans cette pièce. Il y avait aussi un poêle. Et le poêle se trouve ici, à l'entrée. Malheureusement, nous avons dû prendre quelques précautions pour empêcher les pierres de tomber. Il y a donc là un poêle. Voici le foyer. Et de l'autre côté, cette ouverture permettait d'évacuer les fumées sans indisposer les invités, qui était le summum du confort. Donc on vivait bien, au chaud, mais sans être incommodé par un feu ouvert. Et plus on scrute le château, plus on trouve de nouvelles choses à faire en dehors de l'entretien courant. Le prochain chantier se fera dans la cave. Je suis à l'entrée de la cave, et c'est la cave personnelle du Seigneur. Elle a une dimension conséquente, parce qu'il fallait beaucoup de place pour stocker les fûts, donc les fûts de vin blanc, probablement, qui venaient venir de la région de Wissembourg, de chez les Alliés. Et comme nous l'avons déjà dit, plutôt du vin blanc, même de piètre qualité, que de l'eau potable de très mauvaise qualité. Donc on voit l'escalier qui descend. Et au-dessus de nous, nous avons la voûte. Le Seigneur habitait directement tout dessus. On pense même qu'il avait fait installer une sorte de petit ascenseur pour qu'on lui monte son vin bien frais tiré directement du tonneau. Au Chenec, les pierres ne dorment jamais. Elles retrouveront peut-être leur place et l'on fera encore de nombreuses découvertes. Bah oui, c'est super parce que si le château était fini, ce serait vraiment pas drôle. Donc bien sûr, il réserve encore beaucoup de surprises. La moitié du site est encore en gros sous terre. Donc on se réjouit de pouvoir encore s'amuser un bon paquet d'années à ressortir les murs de terre, comprendre les structures, les logis où habitaient les gens. Enfin, c'est vraiment passionnant, c'est une enquête à long terme. Donc je souhaite vraiment que ce projet puisse aboutir et qu'il puisse évidemment ramener du monde. Alors au Fleckenstein, on doit avoir aujourd'hui dans les 70 000 visiteurs, hein, à peu près. Au Königsbourg, bon ça c'est hors catégorie, on va être nettement au-dessus, mais n'empêche que derrière cela, on a un certain nombre de ruines qui ne demandent qu'à vivre pour être parmi les châteaux forts vivants dans lesquels il se passe quelque chose. Et je voudrais là aussi saluer par exemple le travail qui est fait par une petite équipe de bénévoles à Niederbronn autour de la Wasembourg, et qui sont depuis maintenant quelques temps prêts à jeter l'éponge, tout simplement parce que les autorisations de l'État n'arrivent pas pour faire ces travaux de maintenance qui sont nécessaires pour garder cette ruine en bon état. Et donc là aussi, je dis qu'il faut que nous, les politiques, on essaye de pousser pour permettre à ceux vraiment qui ont envie de s'engager de le faire, et de le faire vraiment pour la sauvegarde de notre patrimoine et la mise en valeur de notre territoire. En tout cas, un très grand merci à tous ceux qui ont travaillé ici, et parce que le résultat ici, il est remarquable, je dirais même il est exemplaire, et j'espère qu'il fera peut-être quelques émules ailleurs, mais on sait que derrière il y a beaucoup de transpiration, hein, un peu d'inspiration, mais surtout beaucoup de transpiration, et je crois que là aussi, félicitations, et tous les randonneurs qui sont là vous en savent gré, parce que ça permet des itinéraires de randonnée en famille, avec des amis, et leur montrer comment, ici en Alsace du Nord, on sait aussi entretenir les vieilles bières. Le travail de l'association, ça consiste, entre autres,
à enlever ça. Une énorme souche. Quand je dis énorme, elle est même modeste par rapport à d'autres, parce que ces souches, comme on peut très bien le voir là-dessus, englobent les pierres et détruisent les murs. Donc notre travail dans l'association, c'est d'abord débroussailler le château, enlever toutes les souches, le rendre présentable et le sauvegarder pour les générations futures. Bah oui, c'est sûr, au fur et à mesure, on n'est pas seulement à travailler ici comme tout seul au milieu de la forêt. Non, non, le but c'est de faire partager ça avec un maximum de monde. Donc il y a un site internet, une page Facebook, on essaie de faire un maximum de visites guidées qu'on programme avec l'Office du tourisme, etc. Donc tout ce qu'on peut faire pour attirer du monde et particulièrement des jeunes, quoi, pour transmettre la passion de la sauvegarde du patrimoine, on fait tout pour, quoi. Le château est ouvert toute l'année, donc les gens peuvent venir quand ils veulent en semaine ou le week-end. Si les gens veulent des explications, le week-end, il y a toujours des gens de l'association. Tous les week-ends, le samedi, dimanche. Les visites sont gratuites. Bien sûr, chacun peut mettre sa petite contribution, ça aide pour les travaux. Mais toute l'année, c'est ouvert et il y a moyen d'avoir des explications, quoi. Les bénévoles de l'association Kuhnulmergrün ont ainsi ouvert la voie pour des générations de curieux, de maçons, de débroussailleurs, passionnés d'histoire et de patrimoine. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Pour jouer, il y a du monde, hein. Et pour faire quelque chose de concret, il n'y a plus personne. Non mais je joue pas, je construis des maisons, là. Non mais j'ai plein d'idées géniales, regarde, c'est super beau. En vrai, tu serais même pas capable de faire une porte. Ah, chaque chose en son temps. Et tu sais quoi, tu verras quand je serai menuisier. Oh, toi, le geek, tu te vois en menuisier. Bon, écoute mon petit papa, le menuisier du 21e siècle, il travaille autant avec les outils traditionnels que le numérique. Ah bon? Ouais, enfin, ça reste très manuel quand même. Bah c'est ça que je veux, puisqu'en dehors du boulot, je serai devant les écrans. Tu crois qu'il bluffe? Eh ben, on va voir. Passe-moi cette tablette, je te trouve un centre de formation. Ah merci papa, c'est super cool. Mais il bluffe pas. Oh, c'est génial. Dis donc chérie, tu me feras un dressing? On verra. On verra quoi? On verra, c'est-à-dire? Avec choisirlartisanat.fr.